Odile le podcast, une production de la plateforme francophone de lutte contre la désinformation, une collaboration entre l'Organisation internationale de la francophonie et Check First, avec Guillaume Custer et Floriane Marinier. Odile le podcast, c'est une série d'entretiens avec celles et ceux qui luttent contre les désordres de l'information dans l'espace francophone. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans Odile le podcast. Nous parlerons dans cet épisode des campagnes de manipulation de l'information et d'ingérence étrangère. Et comme tous les concepts un peu longs, il est souvent résumé par un acronyme, en l'occurrence c'est FIMI. Et comme souvent, lorsqu'on parle d'ingérence étrangère, on assiste à des campagnes coordonnées qui prennent des saveurs différentes selon l'endroit de la Terre où l'on habite et aussi des intérêts servis par leurs auteurs. Avec moi pour animer ce podcast, Floriane. Bonjour Floriane. Bonjour Guillaume. Bonjour à toutes et à tous. Pour parler de ces campagnes coordonnées qui troublent nos espaces informationnels, nous recevrons Aruna Drabo, qui est fact-checker et chercheur spécialiste de la région du Sahel en Afrique. Voici un extrait de son interview à venir, avant de parler des nouvelles de la lutte contre les désordres de l'information. Nous parlons de porosité des frontières numériques et qu'il n'y a pas de limite territoriale à la circulation de l'information. Il nous faut aujourd'hui coordonner également nos actions. Les opérations d'influence informationnelle se multiplient, donc nous devons également pouvoir démultiplier nos réponses de manière structurée pour faire de l'interconnexion entre nos continents pour pouvoir mieux limiter les propagations. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, voici donc les nouvelles du secteur de la lutte contre les désordres de l'information. On commence avec cette belle initiative pour l'éducation aux médias et à l'information. L'association malgache Factiviste a constitué une boîte à outils pour mettre en place son propre atelier avec plein de ressources essentielles et de nombreux conseils très utiles pour se lancer. C'est à retrouver sur leur site factiviste.org. C'est un cap symbolique que le Journalism Trust Initiative a franchi il y a quelques semaines. Cette norme internationale portée par Reporters sans frontières compte désormais plus de 2000 médias inscrits. Pour rappel, la JTI ou JTI est basée sur 130 critères qui garantissent la qualité d'un média et elle récompense le respect des normes professionnelles et de l'éthique. Si vous voulez en savoir plus, on vous conseille de regarder notre formation avec Chloé Faudière à retrouver sur la chaîne YouTube d'Odile. Elle est coordinatrice de la JTI. Les lauréats de l'appel à projet de jumelage des initiatives francophones de lutte contre les désordres de l'information de l'OIF donnent de leurs nouvelles. Alors d'abord, on a ça au Tchèque, au Tchad et la Voix de Mopti au Mali qui se sont alliés et qui coordonnent avec l'association malienne La Femme en Moi le projet Elles font Fact. Ensemble, ils ont formé des femmes membres d'organisations féminines de N'Djamena au Tchad aux techniques de vérification des faits. Et le 8 mars, Balobaki Tchèque en RDC et InfoEl au Sénégal ont formé 20 femmes journalistes de différentes rédactions de Kinshasa aux violences basées sur le genre et aux outils de vérification des faits. L'OIF vient tout juste de renouveler son appel à projet pour 2025 et c'est le moment de vous lancer. Et en parlant de coopération, Africa Tchèque et Balobaki Tchèque ont lancé leur série d'articles Écho de RDC. On y suit des habitants et des journalistes congolais qui parlent de l'impact dramatique des désordres informationnels sur leur quotidien déjà bouleversé par le conflit armé à l'est de la République démocratique du Congo. C'est passionnant et c'est à lire sur africatchèque.org. Tous les liens, comme d'habitude, sont dans les notes d'épisode. Aruna Drabo, bonjour, merci de nous rejoindre. Bonjour, merci bien, c'est un réel plaisir de répondre à votre invitation. Pour nous également, et d'autant que vous êtes un spécialiste de l'étude de la circulation des désordres de l'information, notamment au Sahel. Et si on a choisi de vous inviter aujourd'hui, c'est pour parler de l'importance de plus en plus grande que prennent les opérations coordonnées inauthentiques. Alors c'est un peu difficile à dire. Et justement, on va essayer de décrypter ce que ça veut dire. Si on commençait par là, c'est quoi une opération d'ingérence qui utilise de la coordination inauthentique? Déjà, lorsque nous parlons d'opérations coordonnées inauthentiques d'information, en langage très simple, c'est pour dire que lorsque nous constatons dans un contexte spatio-temporel défini une action de propagation massive d'informations. Donc, cette action de propagation massive d'informations dans un temps donné, dans un contexte géographique, peut se faire par différentes manières, où on peut constater qu'il y a plusieurs comptes sur des réseaux sociaux qui diffusent le même contenu de texte ou le même narratif.
et que parmi ces comptes également qui diffusent ce contenu, on peut remarquer qu'il y a des comptes qui ne relèvent pas de personnes physiques, qui sont tout simplement des bots, des comptes fabriqués. Et que en dehors de ces comptes aussi, on peut retrouver des pages ou des médias qui diffusent le même narratif. Donc, ce qu'il y a à retenir en langage très simple lorsque nous parlons de opération coordonnée inauthentique de diffusion des narratifs, c'est ce constat d'action simultanée pendant un temps donné pour diffuser massivement un récit. Merci pour cette définition. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'une campagne réelle que vous avez vue? Les exemples, ça façonne aujourd'hui, vu que, comme le dit les chercheurs Philippe Boulanger, nous sommes aujourd'hui à l'ère de l'information. Tout se passe autour de l'information. Sur l'actualité, par exemple, au Sahel, sur des cas d'attaques terroristes, on peut constater que lorsqu'il y a diffusion il y a information sur une attaque terroriste, que des comptes sur des réseaux sociaux se livrent une bataille de récits. Certains dénonçant le fait que cette attaque terroriste est certainement sponsorisée par des acteurs étrangers qui sont présents sur le terrain, d'autres arguant sur le fait que cette attaque terroriste relève tout simplement de la faillite des comités militaires qui dirigent le pays. Donc, chacun par rapport à sa position sur cet événement, sur cette actualité, essaie de mener des actions collectives simultanées pour faire émerger, pour imposer sa version des faits. Ouais, c'est là que ça devient intéressant parce que autant on peut garder opération coordonnée, autant inauthentique peut parfois sauter parce que les deux modus operandi peuvent être utilisés. On peut utiliser par exemple, quand on est un attaquant de l'espace informationnel, on peut utiliser un réseau de bots, donc là c'est inauthentique, mais on peut aussi faire appel, ce que vous disiez à l'instant, à des personnes ressources qui sont présentes sur le terrain et qui vont soit activer ces réseaux inauthentiques, soit eux-mêmes payer des gens pour aller propager ces informations. Tout à fait. La frontière est très mince quand on parle d'opérations coordonnées inauthentiques. On peut faire recours, comme tu viens de le signaler, à des bots ou encore on peut faire recours à ce que moi je qualifie très souvent de cybermiliciens. Voilà, nous sommes 10 personnes ou 20 personnes où nous voulons faire pousser et émerger dans l'espace informationnel un récit. On va faire appel à d'autres personnes, 50 personnes, 100 personnes, de manière simultanée, ces personnes également viennent nous appuyer pour mener une campagne coordonnée pour faire progresser ce narratif que nous voulons booster. Et ça marche bien avec le mécanisme des réseaux sociaux qui fonctionnent selon des algorithmes très bien programmés. Donc, un narratif qui, pendant un temps donné, est diffusé par un ensemble de comptes qui reçoit des likes, des commentaires et des partages, va se retrouver dans ce que nous pouvons qualifier de bilan algorithmique, de telle sorte que tout autre usager des réseaux sociaux qui est familier ou encore qui a l'habitude de réagir à ce type de contenu voit ce narratif-là en train de défiler sur son fil d'actualité. Et voici comment un narratif peut se retrouver, peut s'imposer dans un espace informationnel sur un territoire donné, c'est par exemple le Burkina Faso, et que d'autres internautes qui sont au Congo ou encore qui sont à Varsovie ou encore à Pékin puissent également voir ce contenu défiler sur les fils d'actualité et ce qui pourrait les amener à réagir. Alors ça, c'est très intéressant parce qu'on commence à toucher aux méthodes qui sont utilisées. On vous entend parler de réseaux sociaux, d'amplification algorithmique. Vous avez observé beaucoup de ces opérations coordonnées dans le Nord, mais aussi en Afrique et particulièrement dans le Sahel. Est-ce que les méthodes sont les mêmes ou est-ce que vous observez des différences lorsque les auteurs de ces campagnes de désinformation tentent de cibler des publics européens, par exemple, ou sahéliens? Oui, il y a des similarités dans les méthodes, mais il y a également des singularités. Aujourd'hui, en matière
de campagnes coordonnées de désinformation ou encore des stratégies d'influence informationnelle. Je peux dire que la région sahélienne est allée à l'école de Moscou. Moscou a joué certainement un rôle de prestataire international en termes de savoir-faire sur les mesures actives dans l'espace informationnel. Mais très vite, le dispositif ou encore le réseau d'influence informationnelle pour la sous-région sahélienne a très gagné en maturité et a gagné également en autonomie. Donc, on a, et ce que nous constatons au Sahel, est que c'est également adossé aux habitudes de consommation de l'information de la population. Quelle habitude il s'agit? Avant d'approfondir ce sujet-là, il y a un mot, qui me paraît essentiel dans ce que vous venez de décrire, c'est prestataire. Vous dites les Russes, sont venus en tant que prestataires, c'est-à-dire qu'ils sont venus avec un mode d'emploi auprès, d'acteurs locaux en disant: «Voilà comment occuper un espace, informationnel quand on veut, prendre le pouvoir et contrôler les esprits», finalement? Oui, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde la littérature des pratiques de Moscou et ce que nous observons dans la sous-région sahélienne, on constate qu'il y a des similarités. Et la similarité également, nous savons aussi que le partenaire russe est en coopération avec le régime militaire dans cette région et que Moscou elle-même et que Moscou lui-même a également son dispositif d'influence informationnelle pour sa diplomatie publique dans la zone. Alors, sur comment fabriquer euh, un narratif pour le diffuser à travers des sites miroirs et également comment adosser ce narratif sur des influenceurs locaux pour les amener à les partager sur des plateformes sur Facebook, TikTok, également dans les messageries privées et aussi comment analyser aussi la sociologie des rumeurs dans un contexte donné pour voir comment activer des éléments. Tout ça relève de pratiques russes assez connus à travers le monde que nous retrouvons aujourd'hui au Sahel. Mais au-delà également de cette pratique, de ce savoir-faire de Moscou, on a aussi les influenceurs locaux sahéliens qui, maîtrisant très bien les habitudes de consommation de l'information du public sahélien, qui a ajouté également le modus operandi qui répond à nos habitudes sociologique. Donc, comment regarder dans l'histoire, comment regarder dans le fil des événements sociopolitiques récents, comment activer des croyances en dormance pour les exploiter, comment broder tout autour d'un début de fait, d'un début de prévoir un ensemble de faux narratifs pour le faire émerger, ce que moi je qualifie très souvent de vérité ressentie. La vérité ressentie, c'est les croyances en dormance dans l'esprit et qu'un autre acteur vient dire que, mais voilà, la croyance que vous avez en dormance, mais c'est effectivement ça. Voici un début de fait qui justifie cela. Donc, automatiquement, le consommateur de l'information, il ressent ce que nous appelons la vérité ressentie. Il s'engage, il croit à ce narratif et lui-même, il en devient un diffuseur dans son réseau également informationnel. Ce qui sous-entend qu'il y a aussi eu une adaptation des récits dans un objectif de renforcement, soit de préconception, soit d'idées qui ont déjà été plantées dans la tête des gens? Tout à fait, c'est le cas. Aujourd'hui, la plateforme africaine francophone des fact-checkers a publié d'ailleurs une grande enquête de fact-checking sur la disparition des sexes. Pour quelqu'un qui est à Varsovie, il se demande bien ben, la disparition des sexes, en quoi il est important pour une dizaine d'organisations de fact-checking de faire un travail fouillé, méthodique sur ce sujet, mais sans connaître le contexte africain. Alors attendez, parce qu'on va peut-être raconter l'histoire parce qu'elle est assez croquignolesque quand même. Il y a une rumeur qui court et qui est poussée et amplifiée donc par, ces réseaux, coordonnées, qui tend à dire que la France vole les sexes des hommes africains, c'est ça? Oui, effectivement, il s'agit de cette rumeur que je qualifie de nouveau cycle de vie d'une rumeur, parce que cette rumeur est ancrée
dans la sociologie africaine depuis des siècles, disant que voilà, à un moment donné, par des pratiques mystiques ou spirituelles, quelqu'un arriverait à faire disparaître des sexes d'autrui. Et tout d'un coup, en novembre dernier, au cours de l'année 2024, on retrouve cette rumeur qui est activée au niveau de Bangui, en Centrafrique, accusant la DGSC, les, les renseignements français de voler les sexes des Africains pour les envoyer à Paris. Et un peu selon la géographie, ce récit voyage et se retrouve à Bamako, publié par des sites web. Et au fil des jours, on retrouve que le récit continue à voyager. On le retrouve au Togo, en Côte d'Ivoire, au Congo. Et mais là, nous, en tant qu'acteurs africains, on dit, mais voilà, et cette rumeur, de manière saisonnière, chaque 2 ans ou chaque 3 ans, revient dans l'actualité sociologique sur le continent africain. Donc aujourd'hui, si cette rumeur est exploitée pour alimenter un narratif d'influence informationnelle, de tendance géopolitique par rapport à des acteurs étrangers qui opèrent sur le continent africain, il est important pour nous, en tant que praticiens du fact-checking, de marquer un arrêt pour dire que ben là, ce n'est plus un blabla, il est important de faire une documentation assez détaillée pour démontrer que, bon voilà, et cette rumeur a toujours existé et que jusqu'à la preuve du contraire, on n'a même pas d'éléments scientifiques pour démontrer que le sexe, il disparaît réellement. N'en parlons pas du fait qu'on a un acteur occidental qui fait une contrebande ou encore un trafic de sexe, de sexe africain vers l'Hexagone. Oui, en clair, il y a cette rumeur ancestrale qui paraît un peu bizarre, on va dire, pour pas la qualifier autrement, vue du Nord, mais qui existe et qui préexistait. Et on a une démarche, en l'occurrence des Russes, qui cherchent à affaiblir la France en Afrique de l'Ouest, en se disant que c'est un bon angle d'attaque pour pouvoir cocher les cases de notre liste d'ingérence et d'influence. Tout à fait. Justement, en parlant de la Russie, on va quand même préciser que ce ne sont pas les seuls. Je pense à cette étude de 2024 du Centre d'études stratégiques de l'Afrique, qui est basé aux États-Unis, à Washington, et qui a décompté 189 campagnes de désinformation qui visaient les pays africains, dont 40% qui venaient de la Russie. Est-ce que vous pouvez nous citer les autres acteurs qui participent aux troubles des espaces informationnels africains? Oui, la Russie, c'est l'acteur le plus en vue. La Russie est juste la locomotive qui casse les autres wagons. Le continent africain est devenu un terrain de jeu et d'influence géopolitique avec l'exploitation de l'arme informationnelle. Et dans ça, on a la Turquie, nous avons la Chine, nous avons les Émirats arabes unis et même d'autres pays européens également qui tentent de se positionner ou repositionner sur le continent. Alors chaque acteur extérieur a compris que aujourd'hui, la première chose à mener et gagner sur le continent africain, c'est la bataille informationnelle, c'est participer à la construction d'une opinion publique orientée sur les intérêts que nous voulons défendre ou déployer. Donc voici comment on a tout un armada d'acteurs qui utilisent le levier informationnel pour pouvoir renforcer ou encore pour revenir sur le continent africain. On fait juste un peu de fixation sur le cas russe. Peut-être que la Russie, de par son passé ou encore de par son évolution, a beaucoup utilisé l'arme informationnelle, mais j'insiste sur le fait que il y a tout autre acteur venant de l'Orient ou encore même euh, de l'axe transatlantique qui exploite aujourd'hui le levier informationnel pour pouvoir mieux articuler sa politique internationale en Afrique. Alors, avant de parler des moyens de lutte et aussi pour se prémunir de ces opérations coordonnées, est-ce qu'on peut parler de l'impact? Est-ce que ça marche, en clair, ces campagnes-là? Oui, c'est pour moi, dans mon observation, je trouve que ça marche parce que déjà, qui parle des campagnes coordonnées de désinformation parle de préparation. Donc, l'acteur qui déploie cette campagne prend le soin d'observer la société, d'activer ce que j'ai déjà dit de passage, les récits et en dormance. Donc, à partir de là, on fabrique le narratif et on est
dans un continent où l'âge médian est aujourd'hui de 19 ans, donc un continent très jeune, donc où c'est que nous avons aujourd'hui la population active, c'est autour de 25 ans, 30 ans. Et lorsque tu regardes l'histoire politique du continent africain, on a le vent du multipartisme qui a commencé à souffler à partir des années 90. On a l'intensification de la coopération internationale en Afrique subsaharienne à partir de cette période de fin de la guerre froide. Donc, 25 ans après, 30 ans après, l'ère est au bilan. Donc, on a un bilan mitigé où tu as des composantes de la société africaine qui trouvent que la coopération internationale avec le monde occidental a échoué en termes de diffusion des valeurs démocratiques, d'état de droit, etc. Et qu'aujourd'hui, il faut essayer d'autres modèles. Donc, on est au carrefour de mise en cause d'une pratique que nous avons eue pendant 30 ans. Alors, si on a des acteurs qui viennent renforcer ce bilan mitigé, il va sans dire que ce narratif va avoir le vent en poupe au sein de l'opinion publique. Merci pour l'historique. Je pense qu'il est très utile aussi de lier ça à l'émancipation des peuples, l'arrivée des nouvelles technologies, la circulation de l'information qui se fait plus rapidement et puis cette espèce de carambolage entre tous ces éléments-là. Est-ce que dans la manière dont la population réagit et dont les autorités réagissent, on arrive à limiter ça? Est-ce qu'il y a quelques exemples sur le continent qui montrent des initiatives soit citoyennes ou des initiatives gouvernementales qui permettent de limiter les effets de ces campagnes? Oui, déjà, la naissance de manière azimute un peu partout d'initiatives de lutte contre la désinformation, précisément le fact-checking, participe à réduire les effets de la désinformation. Je dis bien à réduire les effets de la désinformation parce que le chantier, il est tellement titanesque aujourd'hui, on ne peut pas se donner l'illusion de dire que nous allons éradiquer la désinformation. Voilà, la désinformation circule avec la révolution numérique et le numérique, c'est vraiment la porosité des frontières. Le même contenu, il voyage et on a la faible modération de ce contenu sur les plateformes numériques. Donc, ça fait que nous, on ne fait que réduire la menace. Mais ce qui est un peu des limites qui renforcent les défis que nous avons, on n'a pas un grand engagement des pouvoirs publics, c'est-à-dire des gouvernements en Afrique pour s'engager dans la lutte contre la désinformation. Ça reste jusque-là l'affaire de la société civile ou encore l'affaire du monde de l'information. Alors qu'il faut aujourd'hui une réponse structurée, multisectorielle et transversale pour pouvoir mieux agir sur la désinformation qui est une grande menace aujourd'hui pour nos démocraties, pour la stabilité politique et même pour l'avenir de la coopération internationale dans une perspective de multilatéralisme. Oui, parce que pour revenir sur les impacts, c'est vrai qu'il y a sûrement des impacts qui sont différenciés entre, l'Afrique et par exemple l'Europe. C'est vrai qu'en Europe, on va chercher à déclencher des mouvements populaires, voire même des crises sociales, ce genre de choses, mais on va rarement au conflit armé. Est-ce qu'il y a en Afrique des exemples de campagnes, de désinformation coordonnées qui ont déclenché, alors de la rixe au conflit armé, l'éventail est très large, mais en clair, est-ce que ça a déclenché de la violence? Oui, c'est très fréquent au Sahel. Je me rappelle qu'en 2022, on a eu des fausses informations qui a provoqué un déplacement massif de population d'une zone rouge vers une autre zone où il a été dit qu'il y a des attaques terroristes en cours et qu'on a des forces djihadistes qui sont en grand déploiement dans la zone. Et on constate que ce n'est pas le cas. D'autres exemples assez précis, ce sont les tensions communautaires. Voilà, la désinformation fait aujourd'hui, pour ne pas faire de fixation sur le Sahel, même lorsque nous descendons un peu vers l'Afrique centrale, la région des Grands Lacs, le Congo, où nous constatons la résurgence du conflit au nord Kivu. Et lorsque on observe le discours des haines
qui est propagée à l'endroit de certaines communautés, il y a une part belle de la désinformation. Voilà, dans la recherche du coupable, on accuse des communautés disant que voici cette communauté qui collabore avec la rébellion ou encore qui est vraiment contre la nation, qui joue un rôle de fossoyeur. Mais lorsqu'on vérifie, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas d'éléments probants, il n'y a pas de factualité d'accusation de cette communauté. Donc, là, attiser les tensions communautaires et également installer l'opinion publique dans un jeu trouble où finalement l'opinion publique est prise au piège en ne sachant plus où donner de la tête. Au rang des solutions, vous avez parlé de la nécessité d'impliquer tous les acteurs, également de manière transfrontalière. Est-ce que vous voyez des coopérations, j'allais dire presque transcontinentales aussi, où l'on peut échanger entre Européens, Américains, Sud-Américains, Africains, Asiatiques, sur l'analyse de ces opérations-là pour mieux s'en prémunir? Est-ce que vous envisagez ça d'un regard positif? Tout à fait. Aujourd'hui, c'est l'urgence pressante que nous avons pour lutter contre la désinformation. Vu que nous parlons de porosité des frontières numériques et qu'il n'y a pas de limite territoriale à la circulation de l'information, il nous faut aujourd'hui coordonner également nos actions. À Bruxelles, il y a de cela 2 semaines où se tenait la conférence annuelle sur la manipulation de l'information avec interférence étrangère, dont j'ai eu la chance de faire une intervention. J'ai martelé le fait qu'aujourd'hui, nous devons faire de l'espérance européenne un progrès africain. C'est-à-dire, lorsque nous observons en Europe aujourd'hui, le DSA, le Digital Service Act, des services comme Viginimo, services de vigilance et de protection contre les ingérences numériques, ont aujourd'hui des compétences, des savoir-faire dont il faut démultiplier sur le continent africain. Donc, ces savoir-faire peut également s'adosser sur les initiatives de fact-checking qui existent déjà pour voir comment on peut faire un transfert de compétences, de connaissances qui sera amarré aux réalités africaines pour pouvoir mieux lutter contre la désinformation. Donc, c'est là aujourd'hui l'enjeu capital. Et on a les opérations d'influence informationnelle qui se multiplient. Donc, nous devons également pouvoir démultiplier nos réponses de manière structurée pour faire de l'interconnexion entre nos, entre nos continents pour pouvoir mieux limiter les propagations. Oui, ce que vous dites, c'est que, alors, effectivement, en Europe, il y a eu un élan avec le règlement sur les services numériques, le DSA que vous citiez. Concomitamment, il y a eu l'arrivée de ces agences spécialisées, notamment Viginum, qui fait office de fer de lance en Europe, mais aussi NASC en Pologne, l'agence suédoise de défense psychologique. Enfin, tout ça sont des agences gouvernementales qui se sont spécialisées dans la détection et dans le conseil politique aussi pour pouvoir prendre des mesures et peut-être même aussi renforcer la réglementation, notamment des plateformes, mais améliorer les initiatives d'éducation aux médias, etc. Tout ça sont des choses que vous ne voyez pas se développer suffisamment vite en Afrique. On sait qu'il y a des initiatives, par exemple, en Afrique du Sud, ça commence à venir. Vous avez cité la plateforme africaine des fact-checkers francophones, mais eux ne sont pas supportés par des gouvernements locaux. C'est vraiment ce qui manque, c'est un alignement des gouvernements africains sur cette question-là, vous pensez? Oui, il faut déjà que nous continuions de mener le plaidoyer déjà auprès des gouvernements africains, auprès des institutions sous-régionales et continentales pour démontrer la démarche multisectorielle qu'il faut apporter, qu'il faut adopter sur la lutte contre la désinformation. Mais on ne va pas attendre la réussite de ce plaidoyer. Nous, en tant que déjà acteurs de lutte contre la désinformation, et que ce soit médiatique ou organisation indépendante sur le continent et hors du continent, le cas européen et américain, pouvons déjà mutualiser nos efforts, interconnecter et nos solutions, l'interopérabilité des solutions, parce que lorsque j'observe aussi, et c'est comme si on a plusieurs couloirs de lutte contre la désinformation et on n'essaie pas de voir comment connecter l'ensemble des solutions pour donner des résultats efficients et voir maintenant comment nous pouvons bâtir sur ce résultat-là et progresser. Donc, en voici également l'autre urgence et ceux qui sont, je ne dirais pas partenaires techniques et financiers, mais ceux qui sont en tout cas
assez engagé sur la résilience informationnelle, l'intégrité de l'information, doit arriver aujourd'hui à faire asseoir les acteurs au-delà du continent africain pour voir, bon, voici, pour faire un bon diagnostic, voici ce que nous faisons en Europe, voici aussi ce qui se déroule sur le continent africain, comment on peut interconnecter les expériences pour progresser mieux. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Aruna Drabo pour cette leçon. C'est vraiment passionnant de vous entendre parler et de savoir que vous travaillez sur ces questions-là et que vous assurez cette mission de vigie sur la circulation de ces opérations sur votre continent et sur tous les autres. Merci d'avoir participé à ce podcast. Merci pour votre invitation. Retrouvez Odile le podcast sur toutes vos plateformes de podcast favorites. Et n'hésitez pas d'ailleurs à y laisser vos notes et commentaires, ça aide vraiment la diffusion du podcast. Retrouvez l'ensemble de l'actualité de la lutte contre les désordres de l'information sur odile.org, odil.org.